Rappelons-nous ce que disent au sujet des événements de l'époque de la Réforme protestante, les manuels d'histoire moderne et les encyclopédies. Les premières insurrections ont eu lieu sur les territoires qui aujourd'hui appartiennent à l'Allemagne, à la Suisse et aux Pays-Bas. Au XVIe siècle, ces pays étaient composés de nombreuses principautés et de villes libres, et c'est là que la Réforme a eu le plus de succès. Au résultat, en 1581, les Pays-Bas ont proclamé leur indépendance du Saint-Empire romain germanique. En Allemagne, la victoire de la Réforme protestante a permis le renforcement du pouvoir des princes locaux, en créant davantage d'isolement politique et économique. Les territoires de l'Italie moderne, en 1494-1559, sont tombés sous l'autorité de l'Espagne. En 1640, le Portugal a obtenu son indépendance de l'Espagne, qui à cette époque menait des guerres quasiment contre le monde entier. De temps à autre, l'Espagne avait remporté des victoires locales et annexé de nouveaux territoires, mais finalement, elle a subi des défaites partout. Au XVIe-XVIIe siècle a eu lieu le changement des dynasties royales dans de nombreux pays européens. Par exemple, en Angleterre, les Tudors ont été remplacés par les Stuarts. En France, le trône des Valois a été usurpé par les Bourbons. En Russie, après quelques années des grands troubles, la dynastie des Rurikides a été interrompue, et en 1613, les Romanov ont accédé au trône russe. Les historiens disposent de nombreux documents de cette époque, tels que l'édit de Nantes de 1598, l'index des livres interdits du pape Paul IV, les œuvres du fondateur du protestantisme Martin Luther, de Jean Calvin, les œuvres littéraires d'Erasme de Rotterdam et autres. Néanmoins, nos contemporains sont très nombreux à en savoir très peu. À partir du XVIe siècle, le terme de réforme est utilisé seulement en rapport avec les changements religieux de cette époque, l'opposition entre les catholiques et les protestants. Mais encore au XVe siècle, ce terme a été employé pour tous les changements sociaux et étatiques. Au XVIIIe siècle, on voit plusieurs États. Plus précisément, la Russie, avec comme capitale Saint-Pétersbourg, sa surface était d'1 103 485 000 carrés. La Tartarie moscovite, la Grande, avec comme capitale Tobolsk, sa surface était presque 3 fois plus grande que celle de la Russie et était de 3 050 000 carrés. La Tartarie indépendante, avec pour capitale Samarcande, et la Tartarie chinoise, avec sa capitale Qingyang. Ainsi, nous pouvons voir qu'en 1771, le plus grand État était la Grande Tartarie. Tous les autres pays sont au moins 2 fois plus petits. Cet État possédait des territoires non seulement de l'Eurasie, mais aussi sur le continent nord-américain. Qu'est-ce que devenu alors cet énorme État? Pourquoi, depuis presque 250 ans, les historiens l'ignorent, comme si cet État n'avait jamais existé? À la fin du XVIIIe siècle a eu lieu la dernière bataille décisive entre l'Europe et la Russie des Romanov d'un côté et le dernier morceau de la Russe horde, l'État de Tobolsk incluant la Sibérie et les territoires nord-américains, de l'autre côté. C'était le dernier tournant dans l'histoire mondiale qui a fixé la victoire d'une nouvelle puissance dans le monde. À partir de ce moment-là, débute l'histoire récente du XIXe siècle que nous tous connaissons assez bien. En 1666, lors du règne d'Alexis Ier, une importante insurrection éclata dans le pays. On l'appela plus tard la révolte de Stepan Razine. On l'appelle aussi le soulèvement paysan. On croit que les paysans et les Cosaques se seraient révoltés contre les seigneurs et le tsar. Le soulèvement embrasa d'énormes territoires de l'Empire russe et dura 4 ans. Le soulèvement finit par être étouffé par les Romanov. Les historiens considèrent ce détail comme insignifiant. Puisqu'il est écrit le Grand Gossoudar, il est alors question du tsar Alexis Romanov. Pourtant, dans d'autres décrets, les partisans de Razine montrent une attitude désobligeante envers les autorités des Romanov. Ils qualifient tous leurs documents et actions de ceux de voleurs, c'est-à-dire d'illégaux, ce qui est une contradiction manifeste. Les insurgés, pour une raison pas claire, ne reconnaissaient pas Alexis Ier Romanov en tant que souverain légal de la Russie, tout en faisant la guerre en son nom. Notre reconstruction permet d'enlever cette contradiction. Nous pensons que Stepan Razine n'était pas un simple chef des Cosaques, mais un chef de guerre du Grand Gossoudar de toute la Russie, naturellement pas Alexis Romanov contre lequel il a combattu. En fait, après les grands troubles et après l'arrivée au pouvoir des Romanov à Moscou, la partie sud de la Russie s'est probablement détachée. Là-bas a régné un souverain d'une ancienne dynastie. La capitale a été à Astrakhan. C'est le tsar d'Astrakhan que Razine a servi. Il a été son chef de guerre. De toute évidence, le tsar d'Astrakhan de cette époque était issu de la famille des princes Tcherkassky. Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais de nombreux indices le suggèrent. Lequel des princes Tcherkassky a été le tsar, nous ne pouvons pas le dire. En effet, l'histoire de cette période a été fortement déformée par les historiens des Romanov et doit être restaurée à partir des bribes. Les Tcherkassky étaient l'une des anciennes familles de la noblesse de la horde russe. Ils étaient considérés comme les descendants des sultans égyptiens, ce à quoi fait référence leur blason de famille.
On sait que de 1380 à 1517, des sultans tcherkesses ou circassiens ont régné en Égypte. Malheureusement, aujourd'hui, le sens initial du mot Tcherkass est presque oublié. Actuellement, on place la Tcherkassie historique dans le Caucase du Nord, en ajoutant qu'à la fin du XVIe siècle, cette appellation disparaît des sources historiques. Cependant, il est bien connu qu'en Russie, jusqu'au XVIIIe siècle, on appela les Tcherkesses les Cosaques du Dniepr. En ce qui concerne la présence dans les troupes de Razine d'un des princes tcherkasskies, on trouve des confirmations en cela. Même la version historique manipulée par les Romanov atteste que dans l'armée de Razine, il y avait un certain Alexei Grigorievitch Tcherkachenin, l'un des atamans des Cosaques, un frère d'âme de Stepan Razine. Il est possible qu'il s'agisse ici de Grigori Sonchalevitch Tcherkassky, qui peu avant la guerre de Razine fut un voïvode à Astrakhan. Après la victoire des Romanov en 1672, il fut tué dans son fief. La victoire dans cette guerre ne fut pas facile pour les Romanov. Les campagnes de Razine sur la Volga s'accompagnaient de soulèvements de masse des serfs. Comme il est connu dans le code de la loi de 1649, le tsar Alexis Romanov instaura un attachement perpétuel des paysans à des manses. En d'autres mots, il instaura le servage en Russie. Alors, il n'est pas étonnant que dans les régions de Volga, récemment asservies, les paysans rejoignirent les troupes de Razine. Après les paysans russes, se révoltèrent des groupes importants d'autres peuples vivant près de la Volga. Les Maris, les Tchouvaches, les Mordves. Non seulement le peuple, mais aussi les troupes des Romanov se rallièrent à Razine. Les journaux allemands de cette époque rapportaient. Razine eut à sa disposition une telle quantité de troupes puissantes qu'Alexis Ier fut intimidé au point de ne plus vouloir envoyer d'armée pour le contrer. Les Romanov eurent beaucoup de mal à renverser le cours de la guerre à leur avantage. D'après les témoignages conservés, les Romanov furent obligés d'engager dans leurs troupes des mercenaires européens, car suite à de nombreux cas de changement de camp au profit du camp Razine, pour les Romanov, les troupes russes et tatars n'étaient plus fiables. Les partisans de Razine, en revanche, voyaient les étrangers d'un très mauvais œil. Si un mercenaire se trouvait captif des Cosaques, le plus souvent, il était tué. Les informateurs étrangers souvent interprétaient les événements en Russie comme une lutte pour le pouvoir, pour le trône. Qui plus est, la révolte de Razine fut appelée l'insurrection tatare. En novembre de 1671, Astrakhan fut prise par les troupes des Romanov. Cette date est officiellement considérée comme la fin de la guerre entre la Russie des Romanov et l'armée de Stepan Razine. Néanmoins, les circonstances de la défaite des défenseurs d'Astrakhan sont pratiquement méconnues. On croit que Razine fut capturé sur le Don suite à une trahison et exécuté à Moscou. Mais les Romanov ne se sentaient pas en sécurité même dans la capitale. Ainsi, les documents nous rapportent qu'à l'époque du Moyen-Âge, l'Occident regardait la Russe comme un centre mondial de suprématie. Cela ne plaît pas aux commentateurs modernes. En s'efforçant d'en trouver une explication, ils disent que l'Occident essayait de flatter la Russie. Mais il se peut que ce genre d'expression n'ait été que des formules d'usage pour exprimer sa loyauté. Au début, Charles Quint combattit avec succès les princes protestants en Allemagne. Mais plus tard, en 1555, comme on le croit, il a été contraint de signer un compromis avec eux. En lisant les chroniques anciennes, il est impossible de ne pas remarquer quelque chose de particulier concernant Charles Quint. Il se trouve toujours ailleurs, quelque part loin des pays de l'Europe occidentale. À partir des chroniques, il n'est même pas très clair où se trouvait sa capitale. Il est reconnu par tout le monde en tant que dirigeant suprême, mais se trouvant quelque part loin, comme aux cieux. Des fois, il apparaît en Allemagne, des fois en France. Mais généralement, ce sont des gouvernants locaux qui agissent en son nom. Le départ de Charles Quint de la scène historique est aussi inhabituel. En 1556, il a renoncé à tous ses titres et s'est retiré dans un monastère. En scrutant l'histoire de Charles Quint, une question surgit. Où était sa capitale? Tantôt en Allemagne, tantôt en Espagne, il règne tantôt par-ci, tantôt par-là. Il n'y a pas de capitale où il serait resté en permanence, et d'où il aurait régné sur son empire. Cela n'est pas possible, un empereur doit avoir sa capitale. Où est-elle? Selon la version de l'histoire que l'on nous suggère, Charles Quint n'avait pas de capitale attitrée. Selon la version des auteurs de la nouvelle chronologie, sous le nom de Charles Quint, les anciens chroniqueurs décrivaient l'empereur russe, ou son gouverneur local en Europe occidentale. Nous avons découvert des parallèles étranges, énigmatiques, dans l'histoire antique et du Moyen-Âge. Il se trouve que de nombreuses dynasties anciennes sont des reflets de la dynastie de la Russe Horde du XIIIe-XVIIe siècle. En particulier, la fameuse dynastie des Habsbourg est un reflet de la dynastie russe des Tsar Khan. Dans la dynastie des Habsbourg, il y a un empereur connu, Charles Quint. C'est un double du célèbre Tsar Khan, Ivan IV le Terrible. D'ailleurs, dans des documents, il y a des indications où régnait Charles Quint, c'est-à-dire Ivan Vassilievitch le Terrible, partiellement en Europe, plus particulièrement en Autriche, que l'on appelait à cette époque Osterreich, ce qui veut simplement dire Royaume de l'Est. On nous dit que la horde des nomades sauvages serait sortie des steppes sableuses et des déserts rocheux sur le territoire de Mongolie.
qu'elle aurait fait des milliers de kilomètres et atteint la Russie, qu'elle aurait conquis un État puissant, elle se serait répandue encore plus loin en conquérant certains pays de l'Europe de l'Ouest, qu'elle serait allée encore plus loin et aurait atteint l'Égypte, où elle aurait fondé la dynastie des Mamelouks. Après, elle serait mystérieusement disparue en ayant laissé l'Empire mongol, cimenté on ne sait pas trop par qui ni comment. Après 300 ans de son règne, l'Empire de Gengis Khan n'a laissé ni chronique ni document d'État en langue mongole. Des chartes des grands souverains, des testaments spirituels, des documents d'église se sont conservés, mais uniquement en russe. Comment est-ce possible? Ils ont régné sans avoir rien laissé comme témoignage. Il se trouve que le scientifique russe Lev Gumilov a eu peut-être raison en disant que l'histoire du joug mongol a été inventée au XVIIIe siècle sous l'influence des idées sur les origines soi-disant d'esclaves des Russes. Les auteurs de cette idée, ce sont des étrangers, Müller et Schlosser, qui ont tout simplement répondu à une demande politique. Une autre énigme de l'histoire russe. Pourquoi le livre intitulé Voyage au-delà des trois mers d'Atanas Nikitin, destiné à des lecteurs russes, est partiellement écrit en arabe? Et ce ne sont pas des citations des auteurs arabes. Il faut dire que le récit change de langue en douceur, du russe vers l'arabe et de l'arabe vers le russe. Il apparaît qu'en Russie, à cette époque, on parlait les deux langues. Cette version est confirmée par des inscriptions qui ont été faites en arabe sur les anciennes armes russes. Aujourd'hui, il est convenu de croire que ces armes auraient été fabriquées en Turquie, en Perse et en d'autres pays musulmans. Alors pourquoi, déjà à l'époque des premiers Romanov, c'est-à-dire au XVIIe siècle, les armuriers russes ont décoré les armes avec des inscriptions en arabe? Ça concernait même les armes du tsar, qui sont toujours conservées au palais des armures. Ou prenons par exemple le casque de Damas du tsar Mikhail Fodorovitch. Autour de son sommet, on peut voir des arabesques ou des inscriptions en arabe. Voici l'une d'elles. Ce qui se traduit et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Jusqu'à nos jours, dans certains musées européens sont conservées des lettres d'Ivan le Terrible à des souverains européens. Leur ton est stupéfiant. Voici un extrait d'une lettre d'Ivan le Terrible adressée au roi de Suède Gustave Ier, dont l'original est conservé dans des archives suédoises. Tu es d'origine plébéienne et non royale. Quand les gouverneurs de Novgorod, au nom du grand monarque et tsar russe, enverront leur ambassadeur à Gustave, à ce moment Gustave, le roi de Suède et des Goths, devra baiser la croix devant cet ambassadeur. Il ne peut être que tu puisses t'adresser à nous en contournement de nos gouverneurs. On peut voir qu'Ivan le Terrible ne considérait pas du tout comme son égal le roi de Suède. En lisant plus loin, quant au roi Magnus, à qui nous avons attribué des villes, avec l'aide de Dieu, nous disposons de tout dans notre patrimoine et sommes libres de récompenser qui nous voulons. Il apparaît qu'Ivan IV croyait que l'Europe était son patrimoine et que les monarques européens étaient ses vassaux qui n'avaient même pas le droit de s'adresser à lui directement mais uniquement par des intermédiaires. Il expliquait ça ainsi. Nous descendons d'Auguste César même. Un autre monarque européen, à Élisabeth Ier d'Angleterre. La lettre est conservée dans les archives de Londres. Ici, le tsar Ivan se fait appeler respectueusement « nous » et s'adresse à la reine d'Angleterre avec dédain, en la tutoyant, et à la fin, il l'appelle même une fille vulgaire. Pouvait-il en effet être le descendant de l'empereur Auguste? Ils sont quand même séparés par 1500 ans, ou par moins d'années que ça. Robert Baldauf. Un philologue allemand du XIXe siècle, Robert Baldauf, en étudiant la poésie antique d'Homère, de Sophocle et d'Aristote, a découvert que le style de ses œuvres ressemblait beaucoup au style des troubadours du Moyen-Âge. Et dans le latin d'Horace, on voit l'influence des langues italiennes et allemandes. Baldauf est arrivé à la conclusion que tous ces auteurs antiques étaient en réalité des humanistes italiens de l'époque de la Renaissance. Theodor Mommsen. Un historien allemand du XIXe siècle, Theodor Mommsen a été un des plus grands représentants du courant scientifique qui a été nommé l'hypercriticisme. Mommsen a écrit au sujet des contradictions flagrantes dans la chronologie romaine. C'est lui qui a attiré l'attention sur le fait que la datation de la fondation de Rome, selon les sources, différait de 500 ans. Nikolai Morozov. Le destin de Nikolai Alexandrovitch Morozov n'a pas été simple. À l'âge de 20 ans, Morozov a adhéré à l'organisation anarchiste russe Volonté du peuple. En 1881, il a été condamné à la réclusion à perpétuité dans la forteresse d'Oreshek. À cet endroit, il a étudié seul la chimie, la physique, l'astronomie, les maths et l'histoire. Il a été libéré en 1905 après avoir passé presque 25 ans en prison. Après sa libération, il s'est consacré à des activités scientifiques et pédagogiques. Après la révolution de 1917, il est devenu directeur de l'Institut des sciences exactes de Piotr Lesgav. Morozov a avancé et partiellement fondé une hypothèse fondamentale selon laquelle la chronologie de Scaliger de l'Antiquité a été artificiellement rallongée et qu'il faut la revoir jusqu'au VIe siècle de notre ère.
Cette hypothèse s'est basée sur des découvertes de doublons. Qu'est-ce que ça veut dire? Morozov a supposé que dans des textes historiques différents, les mêmes événements ont été datés différemment. Ça aurait pu arriver à cause d'adaptations, de traductions par des chroniqueurs différents. C'est pourquoi le même événement a été perçu comme plusieurs événements différents sans rapport entre eux. Ces événements ont été placés sur une échelle temporelle indépendamment les uns des autres, ce qui a conduit à l'apparition dans la chronologie de doublons ou de réflexions fantômes des périodes historiques réelles. Dans des chroniques d'époques différentes figurent des dynasties et des rois avec des biographies drôlement ressemblantes. Par exemple, Auguste Octavien et Constantin Ier. Tous les deux étaient d'origine modeste et des guerriers vaillants, remarqués pour leur intelligence et leur courage par les empereurs précédents, respectivement par César et par Dioclétien. Tous les deux avaient des co-dirigeants à cause de qui ont été initiées des guerres, dans lesquelles tous les deux ont été vainqueurs et sont devenus des souverains. On y trouve encore beaucoup de coïncidences, y compris la mort. Tous les deux sont subitement tombés malades et sont morts en route. On peut effectuer des parallèles semblables chez d'autres pères d'empereurs. Les Cathares, c'étaient les conquérants qui sont arrivés en Europe occidentale à partir de la horde russe au XIIIe, début du XIVe siècle. Ce n'étaient pas des hérétiques, ils étaient des adeptes du christianisme orthodoxe, religion commune de cette époque. Au XVIIe, lors de la réforme protestante, les Cathares sont restés fidèles jusqu'au bout à leur foi et à leur idée du grand empire. Ils ont combattu jusqu'à la mort les rebelles européens. Malheureusement, les Cathares n'ont pas été les seules ni les dernières victimes de la réforme.